Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. On va commencer avec Les Chants de Neuilly de Émilie Carbalec, publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est de la science-fiction francophone et je l'ai lu à Noël pendant que j'étais chez ma maman, et malheureusement c'est une lecture qui a été une déception, vraiment une grosse déception. C'est une lecture que j'ai pas énormément appréciée, mais c'est pas du tout parce que le livre je l'ai trouvé moins bon que mes attentes, ou j'ai trouvé qu'il avait des faiblesses ou quoi. Juste j'ai été totalement trompée dans mes attentes. Quand on lit le résumé et qu'on regarde la couverture, on s'attend à une espèce de planète opéra, plutôt dans une ambiance un peu maritime, puisqu'on va nous présenter un personnage qui s'appelle Brume, qui est spécialiste du chant des baleines et qui s'est spécialisée dans le chant des baleines, puisque quand elle était enfant on a découvert la planète de Neuilly qui est assez loin de la Terre et sur laquelle en fait qui est une immense planète glacée, et on a percé un trou et on a allé écouter dans l'eau ce qui se passait, et on a entendu voilà ces espèces de chants qui évoquaient les chants de baleines. Ça l'a fascinée quand elle était petite et elle a décidé de se spécialiser là-dedans pour pouvoir un jour peut-être aller écouter les véritables chants sur Neuilly. Et justement elle est devenue adulte et elle a été prise dans une expédition scientifique qui s'apprête à partir. Elle est sur le point de monter dans le vaisseau et de partir pour Neuilly. Donc on s'attend, au vu de la couverture et du résumé, à un planète opéra qui est un de mes genres préférés de la science-fiction. Le planète opéra, c'est quand on découvre une région, enfin en général une planète, et que les personnages vont découvrir la faune et la flore de cette planète, ses particularités géographiques, physiques, enfin bref, toutes les particularités de cette planète. Ils vont devoir y survivre, s'adapter, peut-être entrer en contact avec les espèces intelligentes qui vivent déjà sur cette planète. C'est un sous-genre que j'adore. J'avais adoré Sémiosis dans la même collection chez Albin Michel, et j'avais aussi bien aimé le premier roman de l'autrice qui était donc Quitter les monts d'automne, toujours chez Albin Michel Imaginaire. Donc je partais plutôt très confiante pour cette lecture, en attendant à retrouver la plume de l'autrice que j'avais beaucoup aimée, qui est une plume très sensible, assez poétique, très agréable, très fluide, et que je retrouve en effet, ça reste une jolie plume, mais je m'attendais vraiment à un planète opéra maritime et finalement c'est pas ça du tout qu'on a dans le roman. Alors c'est pas que c'est pas présent du tout, en fait le pourcentage de temps dans le roman de pages accordé à l'aspect planète opéra c'est minime par rapport à l'intrigue vraiment qu'on va avoir la plus grande partie du roman. On doit être sur du 20% planète opéra, 80% une toute autre intrigue, donc voilà, j'étais très déçue et je pense qu'en fait je me suis juste pas remise de cette déception initiale quand j'ai vu que ce que je voulais trouver, ce que j'avais envie de lire et ce qu'on m'avait vendu en fait, c'était pas ce que je retrouvais dans le roman. Puisque finalement quand on commence le roman on rencontre donc Brume, donc le personnage qui est présenté dans le résumé, mais assez vite elle va laisser sa place à deux autres personnages, et c'est surtout avec eux qu'on va suivre le roman, qui sont aussi deux scientifiques mais qui sont dans un tout autre domaine que les sciences de l'acoustique, des baleines maritimes, tout ça. Eux ils font une espèce de technologie à moitié neurologique, à moitié informatique, puisqu'en fait le boss de toute cette expédition, le mec hyper riche et hyper puissant, le chef d'entreprise qui finance l'expédition vers Neuilly, il a décidé de mettre au point une nouvelle technologie qui lui permettrait de se réincarner en fait dans un nouveau corps. En fait c'est une technologie qui permet de sauvegarder ses souvenirs dans une espèce de matrice informatique, et donc tu sélectionnes tes souvenirs, les souvenirs vont dans la matrice informatique, quand tu meurs ces souvenirs on les réimplante dans un clone, ce qui permet théoriquement de conserver la conscience, enfin bref de pas laisser sa conscience mourir et d'avoir une conscience qui peut se réincarner, enfin se rematérialiser, enfin c'est vous voyez un petit peu déjà entre réincarner qui est un peu spirituel, rematérialiser qui est beaucoup plus scientifique, on voit déjà qu'il va y avoir forcément des problèmes sur cette technologie. Et donc on va avoir deux personnages principaux qui travaillent sur ce projet et qui donc côtoient le chef d'entreprise dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas très grave, et très vite on va se rendre compte que cette technologie évidemment pas sans poser problème, des problèmes moraux, des problèmes éthiques, des problèmes techniques puisque c'est très difficile à mettre en place, mais aussi beaucoup de problèmes humains puisque évidemment pour choisir, puisque tu peux pas transférer l'intégralité de ta mémoire, de tes souvenirs dans la matrice, dans l'ordinateur, donc il faut sélectionner les souvenirs qui selon eux sont les plus fondateurs d'une personnalité. Donc c'est super intéressant au niveau des problématiques, des questions qui vont être abordées, parce qu'on est à fond sur les thématiques de l'identité, de la mémoire, des souvenirs, j'ai perdu les mots, un petit peu de comment on se détermine et de comment on se perçoit en tant que personne
et nos choix, enfin comment nos choix déterminent, enfin bon bref, vous voyez un petit peu toutes ces idées là, super intéressant. Et il y a autre chose qui se rajoute à ces thématiques, c'est que le big boss, donc le mec qui veut se réincarner, c'est quelqu'un qui est très spirituel, qui a même un guide religieux. Là on rentre encore plus dans les problèmes puisque il va y avoir tout un aspect religion, spiritualité qui vont rentrer en compte et ça va commencer à poser problème au niveau de bah voilà, du fonctionnement de la procédure scientifique. Voilà, on va partir sur une intrigue plutôt dans cette direction là, des problèmes d'organisation du vaisseau et des problèmes autour de cette technologie. À un moment on a même un petit côté thriller que j'ai beaucoup aimé puisqu'il va se passer des choses assez dramatiques et il faut trouver pourquoi, parce que c'est une question vraiment de vie ou de mort et il y a une espèce de tension comme ça qui était assez chouette et qui... C'était assez noir, j'ai trouvé que c'était très sympa. J'ai trouvé aussi que l'autrice, donc Émilie Carbalek, faisait des choix narratifs hyper osés puisque j'ai beaucoup aimé la manière dont elle construisait son récit et d'un personnage on découvre un autre personnage et c'est pas totalement... je comprends pourquoi en fait ils l'ont marketé comme une espèce de planète opéra puisque tout va mener à la fin. Enfin forcément vous vous dites oui dans un roman toutes les pages mènent à la fin, mais là c'est plus que ça, c'est plus intégré dans l'histoire, les choses qui... En fait ça peut avoir l'air un petit peu décousu et moi d'ailleurs j'ai eu ce sentiment de décousu à la lecture puisque parfois il se passe des événements mais on passe à autre chose, mais c'est une fois qu'on a la toute fin qu'on comprend mieux l'enchevêtrement des actions, des différentes histoires, des différentes problématiques. Mais je dois dire que même si à la fin tu dis ok d'accord je comprends comment c'est fait, enfin l'idée de l'autrice derrière, moi ça m'a pas convaincue à la lecture. Si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne le transhumanisme, l'humain, la machine, comment prolonger la vie avec des technologies, par les thématiques de l'identité, de la fragmentation de l'identité, des souvenirs, de la mémoire, de tous ces trucs là, si vous êtes intéressé aussi par les conflits entre la religion, l'organisation sociale, les conflits entre les questions de science et les questions de religion, tout ça c'est omniprésent, c'est au cœur du roman. Mais si vous attendez un planète opéra avec voilà une ambiance maritime, peut-être des gens qui plongent dans l'eau, qui rencontrent des créatures et tout, bon, n'espérez pas lire ça puisque voilà comme je vous le disais on est totalement sur un autre registre. Donc voilà pour cette première chronique. Alors ensuite le deuxième roman dont je voulais vous parler c'est Prodigieuse créature de Tracy Chevalier, qui est donc pas de la SFFF mais qui est un roman historique dans lequel on va suivre deux femmes au début du 19e siècle qui vont se rencontrer et partager ensemble une passion pour les fossiles à une époque où on est encore aux prémices, enfin bon je pourrais pas situer exactement le début de l'étude des sciences naturelles. On n'avait pas tout à fait encore dépassé le stade de la genèse, c'est un conte, mais vraiment la création de la Terre n'a pas vraiment duré 5 ans, donc on a une période assez charnière comme ça au début de l'histoire naturelle et donc c'est une époque hyper intéressante à ce niveau là pour toutes les problématiques que ça va apporter. On va suivre du coup un personnage féminin dont j'ai oublié le nom mais je me demande si c'est pas Elisabeth, mais je suis pas sûre, mais dans le doute on va dire Elisabeth. Si c'est pas ça, bon écoutez c'est pas trop grave, vous le découvrirez vous-même à la lecture, qui est une vieille fille. Mais quand je dis vieille fille, c'est à dire qu'on disait vieille fille à l'époque, mais elle devait avoir 30 ans, quelque chose comme ça. Bref, elle emménage avec ses sœurs dans une ville sur le littoral puisqu'en fait elle vivait avec leurs frères, mais bref ils ont plus assez d'argent pour que tout le monde vive à Londres. Là notre personnage principal, donc Elisabeth, en se promenant sur la plage, va faire la découverte d'un fossile qui va totalement bouleverser sa vie puisqu'elle va se prendre de passion pour la recherche des fossiles, pour répertorier, enfin pour la recherche des fossiles, elle va adorer les répertorier, les trouver, les assembler, enfin bon bref, elle va se prendre de passion pour cette activité là, passion qu'elle peut bah voilà alimenter puisqu'elle a quand même accès à la culture, elle a assez d'argent pour acheter des livres et tout, donc bref elle devient passionnée par tout ça et grâce à cette passion elle va rencontrer Marie Anning qui est une enfant je crois, enfin une jeune fille en tout cas quand elle se rencontre. En fait dans sa famille ils sont très pauvres, donc pour faciliter les fins de mois, le père et la fille ont pris l'habitude d'aller sur la plage, de trouver des fossiles, de les nettoyer et de les vendre aux touristes. Donc en fait Marie depuis qu'elle est enfant elle a l'habitude de voilà d'être une chasseuse de fossiles, elle a vraiment ce don, ce talent, ce sixième sens en fait qui lui permet de trouver des fossiles. Elles vont se rencontrer toutes les deux et ça va être le début d'une amitié qui va être surtout nouée par cette passion commune pour la recherche des fossiles, pour la chasse aux fossiles, et qui va un petit peu s'amplifier au moment où Marie va faire une immense découverte puisqu'elle va découvrir sur la plage non pas seulement un fossile mais un squelette entier d'une créature qu'elle va devoir excaver, nettoyer, assembler. Être un grand chamboulement dans leur vie à toutes les deux mais aussi dans la communauté scientifique. On va être en plein dans ces problématiques entre histoire naturelle et religion et j'ai trouvé que c'était passionnant, que ça amenait vraiment un fond de réflexion au roman et elles vont avoir toutes les deux ce lien, cette amitié qui va les pousser en avant et les pousser dans leur passion, amitié qui va être mise à mal
sociale quand même plusieurs fois, puisque bah voilà, c'est déjà c'est une amitié à travers les classes sociales, puisque Elisabeth, même si elle n'est pas richissime, elle a quand même des bons revenus. Leur frère leur envoie quand même une jolie pension qui leur permet de vivre bien dans ce village, alors que Marie, elle vient d'une famille pauvre. Voilà, cette différence de classe sociale va se faire ressentir à plusieurs moments. Il va y avoir aussi quelques petites rivalités entre elles qui vont parfois devenir de grosses rivalités, mais globalement elles font face ensemble à la fois à une époque qui rejette la place des femmes dans la science, puisque voilà, on a une époque tout début du 19e siècle où les femmes elles doivent rester tranquillement à la maison et surtout pas faire trop de vagues, et puis voilà, chercher des fossiles c'est pas une activité féminine puisque tu te mets de la boue partout, enfin bon bref, mais aussi encore une pensée religieuse qui imprègne énormément la société, mais aussi elles vont être confrontées à un milieu, donc un milieu scientifique, un milieu d'hommes qui ne vont pas toujours leur faciliter la tâche. Elles vont devoir se battre pour ne pas être lésées dans tout ce petit bazar de sciences naturelles et pour que leurs trouvailles, leurs découvertes restent en leur nom. Et je trouve juste dommage qu'à un moment dans le roman on va s'attarder sur un aspect de l'intrigue qui m'a pas franchement passionnée, que j'ai trouvé qui durait un petit peu longtemps. Parce qu'en fait il y a un homme qui va arriver dans le village, il va y avoir une relation avec Marie, mais aussi avec machin, et enfin bon, ça c'est un aspect de l'intrigue qui m'a pas énormément convaincue et j'ai trouvé que ça durait quand même assez longtemps. Donc voilà pour cette lecture, mais c'était une très chouette lecture. Donc voilà, si vous n'avez jamais lu Tracy Chevalier, bah moi j'ai commencé par celui-ci et ça m'a donné très envie de découvrir les autres. Donc voilà. Troisième roman que je voudrais vous présenter, c'est donc les Révoltés ou les Seigneurs, je sais plus. Révoltés de Bohême, donc la suite, enfin le tome 2 de la duologie d'Estelle Faye. Le premier tome c'était Les Seigneurs de Bohême. C'est un tome 2 que j'avais dans ma pile à lire depuis franchement quasiment une éternité. Bon, au moins une bonne année je dirais, bon ça va, c'est pas vraiment une éternité. J'en ai dans ma pile à lire depuis bien plus longtemps que ça et que je rechignais un petit peu à lire honnêtement, puisque le tome 1 avait été une bonne lecture mais un peu sans plus quand même, je dois bien l'avouer. Disons qu'il y avait des choses qui m'avaient beaucoup plu, notamment j'avais beaucoup aimé l'univers. C'est un univers où on va pas mal voyager, il y a plusieurs lieux et il y avait notamment tout un endroit qui était ambiance maritime, port breton, voilà, falaise, grosses vagues et tout, que vraiment bref, que j'avais beaucoup aimé et ça c'était chouette. Mais j'avais reproché au tome 1 qu'il y avait, je trouvais que la romance empiétait beaucoup trop sur l'intrigue, ralentissait beaucoup trop l'intrigue de fantasy. En tout cas c'est pas ce que moi je recherchais, enfin c'est pas ce que je recherche de manière générale en fantasy. Il y avait des romances partout, enfin tous les personnages avaient leurs romances et parfois je trouvais que ça arrivait de manière un petit peu enfin bref, ça m'avait pas du tout convaincu et ça m'avait un peu quand même, et ça m'avait quand même pas mal gâché la lecture du tome 1. J'étais curieuse de la fin, mais en plus c'était un énorme pavé, bon bref, du coup j'ai mis 300 ans à le sortir de ma pile à lire, mais j'ai bien fait de le sortir puisque ça a été vraiment une très chouette lecture, une très bonne surprise parce que je m'attendais pas à passer un aussi bon moment. Enfin, pour vous faire rapidement un résumé du tome 1, alors je peux pas rentrer dans le détail, mais dans le tome 1 on est dans un univers de fantasy qui est qualifié de dark fantasy par l'éditeur, mais moi je trouve qu'on est plus, que ça soit le tome 1 ou le tome 2, pour moi on est plus sur une inspiration de dark fantasy que vraiment sur de la dark fantasy. Bref, en fait on est dans un univers où il y a un empire qui s'appelle l'Empire de Bohême, qui est là depuis un bon moment déjà, qui est pas mal sur le point de se casser la gueule puisqu'il y a des problèmes un petit peu partout, notamment sur la côte, là où il y a les ports, il y a tout ce qu'on appelle les havres, qui est tout un ensemble voilà de ports presque indépendants de commerce, mais qui font quand même partie de l'empire, mais ils ont un statut un peu particulier. Bref, ces ports sont attaqués par ce qu'on appelle des vaisseaux noirs, qui sont des espèces de vaisseaux pirates habités par un équipage dont on ne sait pas grand chose et qui vont attaquer les ports, donc ça pose problème. Heureusement il y a des magiciennes des ports qui ont une magie liée à l'eau, à la mer, aux éléments, qui arrivent à les repousser, mais ça devient très compliqué, donc ils vont décider d'envoyer quelqu'un à la capitale pour convaincre l'empereur d'envoyer de l'aide. On va suivre donc un personnage comme ça qui va aller à la capitale, mais on va suivre d'autres personnages. On va suivre un personnage qui est envoyé dans des mines dans le désert, où ils vont creuser dans des mines, sauf que il va y avoir des créatures et lui il va se retrouver lié à un autre personnage. Enfin on est sur un roman choral, donc on va avoir plusieurs personnages qui chacun à l'endroit où ils sont, donc il y a plusieurs régions, plusieurs types d'ambiance, de villes et tout, plusieurs types de cultures. À chaque endroit où ils sont, c'est un petit peu comme si c'était une faille de l'empire, et avec leurs actions ils vont appuyer sur cette faille, ce qui va précipiter la fin de l'empire. D'ailleurs c'est pas un spoil puisqu'on sait au début du roman que l'empire va s'écrouler et que c'est d'ailleurs grâce ou à cause de l'action de ces personnages. Donc voilà pour le tome 1. Pour l'intrigue de ce tome 2, on se situe après les événements du tome 1, mais c'est plus compliqué que ça puisqu'en fait après le tome 1 il s'est passé un événement, il s'est passé des choses en fait, et c'est ces événements là entre le tome 1 et le tome 2 qui vont être le point de départ de tout ce qui va se passer dans le tome 2. Alors évidemment
évidemment les événements entre le tome 1 et le tome 2 découlent eux-mêmes des événements du tome 1, mais c'est à dire que si vous vous souvenez très peu du tome 1, moi quand j'ai commencé le tome 2 j'avais très peu de souvenirs, je me souvenais vaguement de qui était qui mais vraiment encore de très loin. Finalement j'ai pas eu tant de difficultés que ça à me réadapter à la lecture. Alors au début je me disais un petit peu c'est qui ça déjà, bon finalement au bout d'un moment ça revient. L'autrice récapitule discrètement 2-3 trucs qui se sont passés dans le tome 1, mais surtout au début du tome 2 on comprend qu'on a loupé des événements, que vraiment il s'est passé des trucs mais on n'en a jamais entendu parler, et c'est des événements que l'autrice va nous raconter au fur et à mesure puisque les personnages vont chacun voilà, raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qui s'est passé donc entre le tome 1 et le tome 2 qui a causé tous ces dégâts, enfin tous ces problèmes. J'ai bien aimé cette intrigue là qui est un petit peu une intrigue de après la révolution, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il reste et comment bâtir quelque chose de vraiment mieux, puisque faire la révolution pour la révolution, ok c'est bien, mais si à la fin c'est pas mieux, bah du coup non c'est pas bien, enfin vous voyez l'idée. C'est une intrigue qui a posé plein de questions que j'ai bien aimé sur la question du pouvoir et du fait que le pouvoir va corrompre les personnes qui le possèdent, sur la question du pouvoir et de comment exercer le pouvoir sans être corrompu, ou est-ce que le pouvoir corrompt directement et du coup c'est impossible d'exercer un pouvoir non corrompu. Enfin on parlait aussi vachement de la rencontre de l'idéal, donc là notamment de l'idéal révolutionnaire face à la réalité, face à des aspects plus pragmatiques voilà, de l'organisation sociale. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Globalement ce tome 2 je l'ai trouvé plus mûr dans ses réflexions, et notamment parce que les personnages voilà, sont plus matures que dans le tome 1. Dans le tome 1 on a quand même des personnages assez jeunes, donc c'est romantisé, c'est un petit peu dramatique et tout. Dans le tome 2 je trouve que les personnages sont plus mûrs, je les ai trouvés beaucoup plus agréables à suivre. Tome 2 on va retrouver des personnages du tome 1 mais forcément ils ont vieilli, ils ont vécu des choses et ils ont un petit peu vécu la désillusion de la révolution. J'ai bien aimé aussi l'ajout de nouveaux personnages, de personnages plus jeunes du coup. On a des personnages d'adolescents, on a des personnages d'adolescents qui sont, c'est chouette parce que ça a fait un rappel des personnages du tome 1, de comment ils étaient. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout dans ce tome 2 c'est qu'on voyage beaucoup et j'ai adoré vraiment les différents lieux, les différentes géographies, les différentes ambiances que proposait l'autrice. On a une ambiance un peu tropicale, on a une ambiance de lac, on a une ambiance de désert, on a une ambiance voilà maritime. J'ai trouvé que c'était des ambiances qui étaient très bien retransmises, ça m'a beaucoup plu, et j'ai bien aimé aussi que le fait que chaque endroit soit lié à une culture, soit lié à un type de magie, même si par contre je trouve qu'il y a beaucoup de magie dans le roman mais il n'y a aucun système, c'est-à-dire que l'autrice n'explique absolument pas d'où vient, enfin après c'est-à-dire que quand on a l'habitude des Sanderson et tout, on a l'impression que ça devient presque une obligation d'avoir un système de magie, qu'on explique comment la magie fonctionne. C'est devenu une espèce de norme ou d'attente du lecteur, mais en fait je me rends compte en le disant que pourquoi elle serait obligée d'expliquer, en fait c'est son roman, elle fait sa magie, son univers comme elle veut, mais donc voilà, bref il y a beaucoup de magie mais il n'y a aucun système, et parfois ça m'a un peu frustrée parce qu'on est là, ok ils font de la magie mais comme on connaît pas les règles, parfois ça arrive un petit peu, c'est un peu facile disons, il fait un truc de ouf, ou là il fait telle magie et du coup ça règle le problème, ou ça crée telle chose. Comme on n'a pas les règles, on peut pas savoir si l'autrice joue le jeu ou pas, et je sais pas, il y a un côté comme ça qui m'a un petit peu... Bon c'était sympa quand même, enfin bon bref, passons parce que sinon ça va être trop long. Alors on a un petit aspect romance, mais alors vraiment tout petit par rapport à ce qu'on avait dans le tome 2, et j'en étais assez contente puisque c'est ce qui m'inquiétait. Autant pour un duo de personnages j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était chouette, voilà, que ça ramenait un petit truc en plus, que ça amenait de la tendresse mais aussi de la profondeur aux personnages, que ça j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très chouette. Mais pour un autre duo de personnages j'ai moins aimé, puisqu'en fait c'est rattaché à un aspect de la plume de l'autrice que j'aime pas, c'est tout ce qui est lié à la sensualité, à la sexualité, à l'érotisme. La manière de l'autrice de présenter ça ou d'incorporer ça dans son récit, ça me plaît pas. Parce qu'en fait l'autrice elle a une sensibilité à une esthétique érotique, à une espèce de sensualité des personnages et de certains trucs qui me correspond pas du tout, qui me plaît pas du tout et qui me met presque un petit peu mal. Enfin je sais pas, cet aspect là ça m'a pas trop plu, mais après comme c'était loin d'être omniprésent, franchement j'ai pu totalement, ça m'a pas du tout empêché de profiter de ma lecture. Donc voilà, globalement une très chouette lecture, j'ai passé un super moment, j'ai quasiment pas vu passer les 900 pages. Donc voilà pour celui-ci. Alors quatrième livre dont je voulais vous parler, ça va aller assez vite puisque j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce roman. J'ai lu Vox de Christina Dalchner, quelque chose comme ça, qui est une dystopie féministe qui me faisait super envie puisque le concept de départ était hyper cool, et ça a été une déception. Enfin vraiment j'ai trouvé que le livre était nul. Enfin j'ai pas de meilleur moyen de le dire, c'est que tout l'intérêt du livre,
le seul truc bien du livre c'est le concept, et le concept est dans le résumé. Tout le reste du livre vraiment disons que le concept est hyper cool, mais la mise en œuvre du concept, enfin c'est-à-dire l'écriture du roman, l'intrigue, les personnages, tout ça sont vraiment éclatés au sol. On est sur une dystopie féministe avec une idée super chouette de départ qui est qu'il y a eu un changement de gouvernement aux États-Unis et que depuis il y a une espèce de puissance religieuse qui est au pouvoir et qui a décidé de remettre les femmes à leur place, c'est-à-dire en gros à la cuisine, et pour effacer les femmes de la société, les évincer des postes de pouvoir, des décisions, enfin bref pour enlever tout pouvoir d'action aux femmes, on leur a imposé un bracelet qui est un compteur de mots, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas dire plus de 100 mots par jour, sinon elles doivent subir une douleur intolérable qui peut même les tuer. Et donc toutes les femmes, même depuis leur plus jeune âge, même les enfants, ne peuvent pas dire plus de 100 mots par jour, ce qui évidemment fait qu'elles ne peuvent pas communiquer. Il y a un autre truc, il y a deux autres trucs positifs dans ce livre, c'est qu'il y a une réflexion comme quoi la parole c'est pas le seul langage possible, c'est pas la seule communication possible, et que c'est difficile de priver un être humain de toute communication, même si tu le prives de la parole, tu le prives de beaucoup, mais c'est pas que ça. Donc voilà, ça c'était sympa. Et le deuxième truc un peu positif, c'est que l'autrice à un moment rappelle qu'en tant que femme blanche, à situation similaire, en fait on n'est pas à situation égale avec par exemple une femme noire qui elle subira une double injustice. J'ai trouvé que c'était cool de le préciser, mais sinon tout le reste du roman c'est vraiment sans intérêt. L'intrigue est tellement mal fichue que au moment, enfin le début c'est pas hyper intéressant, c'est assez basique, et d'ailleurs c'est un peu tiré par les cheveux, mais peu importe. Mais le milieu, là où il se passe les trucs et on a les résolutions, les dénouements, les actions qui vont permettre la fin quoi, c'est tellement incompréhensible en fait, vraiment ça n'a aucun sens. On a un personnage qui va être recruté pour une tâche, mais en fait tu te rends compte que elle sert à rien, c'est ses deux associés qui font des trucs, elle vraiment on sait pas ce qu'elle fait dans ce laboratoire puisque elle ne sert à rien. Enfin bref, une intrigue qui est mal fichue, qui est pas compréhensible, qui est confuse quand il y a de l'action, qui en plus repose sur des trucs, tu te dis c'est pas possible, c'est bancal, c'est pas crédible. Il y a des facilités de fou, c'est-à-dire qu'à un moment on a un personnage qui meurt de manière très opportune pour l'héroïne parce que ça lui permet de faire le choix qu'elle avait toujours voulu. Enfin bon bref, je vais pas m'étendre davantage sur ce roman parce que vous aurez compris que mon avis n'est pas très positif. J'en ai parlé avec une copine et on en est venu à la conclusion, enfin elle en est venue à la conclusion que un bon concept c'est cool mais ça suffit pas pour faire un roman en fait. Là typiquement c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une très chouette idée de départ mais ça n'a pas été assez développé et il n'y avait pas de qualité narrative derrière pour supporter l'idée, pour développer l'idée, ce qui fait que tout le roman était fade et globalement sans intérêt, aucun attachement au personnage, impossible de se prendre dans l'intrigue puisqu'elle était trop mal fichue. Enfin bref, voilà mon avis pour ce livre, j'ai rien de plus à dire dessus. Et dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est Defiance System de Martha Wells, qui est le premier tome de sa saga le cycle de l'Assassin. Enfin je sais pas si c'est cycle de l'Assassin ou Assassins, juste Assassins, je sais plus, mais dans tous les cas c'était une excellente lecture qui est même mon premier coup de cœur de l'année. Alors c'est pas un énorme coup de cœur mais c'est quand même un petit coup de cœur puisque j'ai passé vraiment une super heure de lecture. C'est une toute petite nouvelle qui doit faire 120 pages donc c'est vraiment pas très, voilà, c'est pas très long, mais on passe une heure dessus et c'était vraiment une heure de lecture au top. J'ai ri, j'ai été touchée, en même temps c'était super prenant. De la minute où tu commences la première page, on est emporté à la dernière page, il n'y a pas de temps mort mais en même temps il n'y a pas l'impression d'être assommé d'action et de choses, c'est juste que c'est super fluide, c'est super bien mené. C'est de la science-fiction dans laquelle on va suivre le personnage d'un androïde de sécurité qui est donc un robot qui a la particularité de s'être libéré de ses injonctions informatiques, vous savez les lois de la robotique machin tout ça. On sait pas trop comment au début mais il fait que maintenant il a une conscience propre, il a un libre arbitre et il a même une personnalité qu'on va découvrir au tout début du roman. Et avec juste quelques détails dans les premières pages, l'autrice parvient vraiment à créer un personnage qui va être, enfin qu'on va découvrir de plus en plus attachant mais qui a des traits de personnalité particuliers. Notamment c'est un personnage qui est flemmard, super gêné avec les interactions sociales et qui a une passion pour les séries télé. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect, cette originalité de la personnalité du personnage et cette originalité juste du personnage d'un androïde de sécurité avec donc des caractéristiques d'androïde. Déjà son corps c'est un robot, il doit se recharger, il a certaines capacités voilà, d'informatique que forcément un humain n'a pas, mais il a aussi forcément des contraintes liées à cet état et c'était très très chouette à découvrir. Enfin bref, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Alors il faut pas s'attendre à une intrigue absolument bouleversante pour ce premier tome puisque déjà c'est
très court, ça fait 120 pages. Donc évidemment on n'a pas une intrigue hyper approfondie, hyper riche, on n'a pas des bouleversements énormes, on n'a pas des surprises incroyables. Vraiment une introduction à ce personnage et certainement à l'univers qu'il va arpenter, puisque même là on est dans un tout petit coin de l'univers, on a très peu de détails sur le reste du système, sur l'organisation de l'univers, sur qui sont les grandes puissances, qui sont les planètes, enfin vraiment tout ça c'est très léger, c'est en fond, puisqu'on va vraiment se concentrer sur notre personnage et sa rencontre avec un autre groupe de personnages dans des circonstances qui vont être assez mouvementées, puisqu'en fait notre androïde est un androïde de sécurité qui a été recruté pour assurer la protection d'un groupe de scientifiques qui sont partis faire des recherches sur une planète pour faire voilà des prélèvements, des calculs, et donc notre androïde est chargé d'assurer leur protection face aux problèmes qui peuvent se passer, face à la faune et la flore, face bref à un petit peu tous les dangers qui peuvent les guetter, sauf que assez rapidement on va se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de dangers, mais même de manière anormale, puisque à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose il va y avoir un problème qui va les mettre en danger au point qu'ils vont commencer à suspecter un complot visant à les tuer, à les éliminer, puisque les coïncidences commencent à être quand même un petit peu grosses, super prenant à lire, voilà, du début à la fin on voit pas le temps passer, mais vraiment de mon point de vue le point fort c'est l'aspect un petit peu feel good de ce premier tome, puisqu'on va suivre ce personnage d'androïde qui est très mal à l'aise avec les humains, qui sait pas comment se comporter avec les humains, mais qui va petit à petit s'attacher quand même à certains d'entre eux et qui va faire partie du groupe. Enfin, en tout cas on va essayer de l'intégrer dans le groupe, et c'est assez mignon parfois parce qu'ils sont là, ils savent pas trop comment faire, enfin voilà, ils savent pas comment interagir les uns avec les autres, mais vraiment ces interactions je trouve qu'elles avaient quelque chose de très drôle et de très touchant, même si on n'oublie pas que c'est un androïde, donc c'est pas un humain, donc il réagit pas pareil, et donc voilà, il a pas forcément les mêmes attentes. Et j'ai bien aimé aussi tout ce qui concernait l'aspect plus technique de l'androïde, sur sa manière de penser, sur ses voilà, sur ses spécificités d'intelligence artificielle. C'était très chouette, une très bonne découverte. Alors pas forcément renversant, puisqu'on découvre pas des choses incroyables, il n'y a pas un univers hyper riche, il n'y a pas des... Voilà, il n'y a rien d'incroyable, puisque c'est qu'un tout petit tome de 120 pages, mais c'était une lecture hyper agréable que je vous conseille. En tout cas moi j'ai super hâte de lire la suite. Donc voilà pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de commencer un nouveau vlog puisque ça fait longtemps que j'en ai pas posté et que bah voilà, c'est un format que j'aime bien. Donc bah voilà, du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.